Bien, on va commencer cette table ronde, s'il vous plaît. Et ce soir, cette avant-dernière table ronde de la journée est consacrée à la régulation du commerce international. Et bien évidemment, lorsqu'on parle régulation du commerce international, il y a une organisation mondiale du commerce qui aujourd'hui paraît quand même nettement embourbée. La croyance traditionnelle économique justifiée par les économistes et la théorie économique dans les vertus innées du libre-échange s'est un petit peu retournée. Chacun sait que Paul Krugman, le grand éditorialiste américain, prix de la Banque de Suède, était plutôt sur des effets relativement faibles sur les économies du Nord de l'accroissement du commerce international, et puis il a retourné sa veste en disant non, finalement, les effets sont assez importants. Même Paul Samuelson, le grand économiste cité toujours par les économistes spécialistes du commerce, a fini peu de temps avant de mourir par écrire un article pour dire que lorsqu'un pays riche s'ouvre de manière importante avec un pays émergent, il peut en subir des conséquences assez négatives. Embourbé aussi parce que peut-être l'OMC, c'est une des questions que je pose aux intervenants, a peut-être voulu être trop gourmande. Au début, elle s'occupait, comme son prédécesseur, le GATT, issu de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui se passait lorsque les biens et les services passaient les frontières, et puis elle a voulu se préoccuper de ce qui se passait à l'intérieur des frontières, questions environnementales, de santé publique, d'éducation, etc. Et là, elle a dû subir en retour beaucoup de contestations. Et puis, même à chaque fois que je croise Pascal Lamy, il me dit oui, mais vous savez, il y a une chose que l'OMC a réussi, c'est l'organe de règlement des différends, le fameux ORD, parce que là, au moins, on a réussi à établir une justice entre États qui fonctionne. Bon, même l'ORD a des décisions qui sont contestées, puisque quelquefois, ces juges ne se privent pas de donner dans leur jugement la priorité à la liberté commerciale à des aspects plus environnementaux, de santé publique. On pourra vous citer quelques exemples si vous voulez. Et puis cette ORD, elle est remise aussi en cause par la multiplication des tribunaux ad hoc qui sont créés dans les traités bilatéraux de commerce, de libre-échange qui sont signés de plus en plus depuis la fin des années 90 entre des pays ou entre des pays et des régions, entre des régions, et selon des jurisprudences tout à fait différentes, ce qui fait que Mireille Delmas-Marty, dans l'un de ses ouvrages, a dit que le commerce mondial était l'une des zones de non-gouvernance mondiale de la mondialisation. Bien évidemment, tout ça rentre aujourd'hui pour nous, Français, Européens, dans l'actualité du TAFTA ou TTIP, le fameux traité transatlantique de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Europe et les États-Unis. Donc je pense que nos intervenants auront des choses à dire. Et nos intervenants, il y en a trois. Donc juste à ma gauche, Elvire Fabry, qui est chercheur senior à l'Institut Jacques Delors, donc qui travaille beaucoup, réfléchit beaucoup aux questions européennes. Sébastien Jean à ses côtés, qui est le directeur du CEPI et qui, dans une vie antérieure ou pas antérieure d'ailleurs, était un économiste spécialiste du commerce international, donc on ne l'a pas choisi ce soir par hasard. Et puis, il nous fallait aussi un politique, donc Yannick Jadot, qui est député Europe, Écologie Les Verts au Parlement européen et qui suit ces sujets de très près comme politique et qui les suivait déjà avant lorsqu'il travaillait dans les ONG. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le background économique, politique, idéologique de tous ces débats. On va commencer par Sébastien Jean. Merci Christian pour cette introduction très complète et pour cette invitation à répondre à une question qui est au fond un peu déroutante. Qui gouverne le commerce mondial? Le petit manuel du bon débatteur dit que dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de ne pas répondre à la question. Je ferai une entorse, j'essaierai d'y répondre. Mais pour commencer, je voudrais juste reposer un peu le contexte. Je crois que c'est important pour bien comprendre le type de réponse qu'on peut apporter à cette question. D'abord, à propos de l'OMC, et notamment... Je me rapproche, merci. Notamment pour... rappeler un peu ce qu'est cette organisation, parce qu'elle est souvent assez présente dans le débat public, notamment en France, et souvent assez déformée. Je ne vais pas revenir sur ses principes et ses missions, mais si vous me le demandez, je pourrais le faire. Ce que je voudrais surtout rappeler, d'abord, c'est que l'OMC, c'est une très petite organisation à l'échelle des organisations internationales. Pour fixer les ordres de grandeur, c'est environ 700 fonctionnaires internationaux, environ 200 millions de francs suisses de budget annuel. C'est une petite chose à l'échelle mondiale, évidemment pas à l'échelle de nos budgets chacun respectifs, parce que je vois des yeux qui s'arrondissent avec les millions de francs suisses, mais à vrai dire, ça fait peu de choses.
Deuxième point, je pense, important à souligner, la question, est-ce que l'OMC, est-ce que l'Organisation mondiale du commerce a un agenda propre? Si on regarde à la fois sa charte et son fonctionnement, bon, sa charte dit notamment que en fait, l'objectif, c'est pas le commerce en soi, c'est le niveau de vie, le plein emploi, le développement durable, l'environnement, tout en ajoutant assez vite que, effectivement, tout ça, l'organisation va tâcher de l'atteindre en permettant un commerce, enfin le développement du commerce international, finalement. Alors, est-ce que ça signifie que cette organisation a un agenda propre? Je ne crois pas. Et de toute façon, c'est une organisation qui est vraiment développée par ses membres. Simplement, il faut comprendre qu'elle est développée sur un domaine, le commerce international, dans lequel le point de départ, c'est que chaque pays n'a pas d'obligation économique envers les ressortissants ou les entreprises de ces pays partenaires. Donc, effectivement, dès lors qu'on fixe des règles, on fixe des contraintes sur ce que chaque pays sur le traitement que chaque pays va accorder, notamment aux entreprises étrangères. Donc effectivement, nouvelles règles, nouvelles contraintes, et la façon dont l'OMC régule finalement ces relations du commerce international, c'est effectivement en posant des limites au traitement que chaque pays peut accorder aux entreprises étrangères. Et le deuxième élément, c'est effectivement d'emblée, aussi bien en théorie qu'en pratique, l'OMC pose quand même comme mode d'avancée, disons, et comme principe fondamental, le fait de se reposer sur l'économie de marché. Donc, je crois que ça, c'est effectivement indéniablement et consubstantiellement lié à la démarche de l'OMC. Maintenant, si je me pose un peu la question de l'état, si je regarde quel est l'état actuel du paysage, disons, en termes de commerce international, et notamment de cette Organisation mondiale du commerce, je ne veux pas revenir sur son bilan parce que je n'ai pas le temps, mais clairement, Christian a dit tout à l'heure, il y a un organe de règlement des différends qui a permis qui a montré son efficacité, qui a montré aussi ses limites dans une certaine mesure. Et puis, l'actualité, c'est le constat de l'impasse des négociations du cycle multilatéral de Doha. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle multilatéral? Donc c'est un ensemble, une grosse négociation qu'on commence en disant voilà, il y a une série de sujets sur lesquels tout le monde va négocier, on va essayer d'obtenir un accord sur tout, et à ce moment-là, on aura fini. Ça a été lancé en novembre 2001, et il n'y a toujours pas eu d'accord. Il y a eu un accord à Bali avec toutes les complications que l'on sait, donc il a fallu 1 an pour finalement effectivement le faire valider. Et en fait, c'est une toute petite partie de l'agenda qui avait été fixé pour ces négociations du cycle de Doha. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est finalement l'OMC a 20 ans, mais à 20 ans, elle n'a pas grand-chose à montrer en termes de résultats, ou quasiment rien, pour ce qui est de sa fonction de négociation. Donc, il y a une impasse, et la première question qui se pose, c'est pourquoi? Alors, il y a une impasse, juste, j'ouvre un petit bémol, hein, il y avait 123 pays signataires aux accords de Marrakech en avril 1994 qui ont donné naissance à l'OMC. L'OMC aura bientôt 161 pays membres d'ici 2 mois. Donc, il y a quand même une forte augmentation du nombre de pays membres, y compris des exportateurs d'énergie comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, dont on aurait pu penser que ça ne les intéressait pas d'intégrer l'OMC. Donc, il y a quand même les pays y trouvent un attrait à cette organisation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je crois que, sans rentrer dans les détails, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que l'OMC, c'est une organisation du XXe siècle. Et depuis, on a eu un essor massif des économies émergentes et l'organisation se retrouve assez mal équipée pour y faire face. Et au fond, ce qui permettrait d'avancer dans ces négociations multilatérales, ça serait un deal, un accord entre les pays riches et les grandes économies émergentes sur la façon d'aller de l'avant. Et ça, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans le cadre de l'OMC. Et c'est ce qui explique, je pense, principalement cette impasse, cette incapacité à arriver à un accord. Alors vous me direz, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'accord. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument changer les règles du commerce international? Et on veut changer, je crois qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas justement une volonté de l'organisation, c'est simplement qu'il y a des demandes importantes qui existent pour changer ces règles.
En témoigne, je vais y revenir dans un instant, cette multiplication des accords régionaux de commerce. Hein. Rien ni personne ne force les pays à s'engager dans des négociations avec leurs pays partenaires, donc ils le font parce qu'ils le souhaitent. Pourquoi est-ce qu'ils veulent changer les règles? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, l'OMC est une organisation vieille de 20 ans. Il faut prendre la mesure des changements que nous avons traversés depuis 20 ans déjà pour répondre à cette question. Prendre la mesure du fait que tout au long des années 80, on avait des exportations de biens et services au niveau mondial qui étaient de l'ordre de 18% du PIB. Depuis 1993 à peu près, ce niveau d'ouverture mondiale est monté en flèche. Et actuellement, il est de l'ordre de 30%. Donc, on a vraiment un changement d'échelle. Si on regarde les investissements directs à l'étranger, fin des années 80, début des années 90, un peu moins de 10% du PIB mondial. Le stock des investissements directs à l'étranger, actuellement, représente 30% du PIB mondial. Donc, là encore, on a changé d'échelle. Évidemment, l'émergence de la Chine est un des facteurs déterminants là-dedans, mais c'est loin d'être le seul. Donc, on a des nouveaux marchés, on a des nouveaux concurrents, on a aussi des nouvelles technologies et des nouveaux biens. Donc, naturellement, les règles sur lesquelles les pays se sont entendus il y a 20 ans ne sont plus nécessairement adaptées. Et d'ailleurs, c'est un point que j'aurais dû un peu mieux souligner au départ juste sur l'OMC, hein, c'est que vraiment, l'OMC a vraiment la charge de ces règles qui sont des concessions que les pays se font entre eux. Donc, il y a effectivement un nouveau contexte, et puis il y a des demandes des entreprises. C'est un sujet qui revient souvent dans ces discussions sur le commerce international. Oui, mais ce sont les demandes, ça c'est ce que demandent les firmes multinationales. Est-ce que ce sont les firmes multinationales qui font les règles du commerce international? En tout cas, elles sont très présentes dans ce débat. C'est une évidence. Elles sont très présentes dans le débat parce que ce sont elles qui exportent. Donc, je pense que c'est d'une certaine façon une évidence. Il faut bien comprendre qu'en France, on a presque 3,3 millions d'entreprises. Si on exclut ce qui est auto-entreprise, micro-entreprise, on a 2,4 millions d'entreprises. Si maintenant on regarde les exportations, eh bien, on voit qu'on a 34 000 entreprises qui concentrent 97% des exportations. Et que pour faire en gros, on a 3/4 des exportations qui sont réalisées par 1/1000 des entreprises. Donc c'est un phénomène extrêmement concentré, les exportations. C'est pas du tout quelque chose de bien réparti. Et je veux dire, si on prend le commerce extérieur français, par exemple, le commerce extérieur français ne progressera pas significativement en termes d'exportation s'il n'y a pas de progression des exportations des grandes firmes. Donc ça, je crois qu'il faut simplement le souligner. C'est un fait, c'est pas une prise de position. Donc, le fait que les multinationales soient présentes, c'est un fait. Le fait qu'elles profitent d'un accord éventuel, c'est une probabilité étant donné cette présence massive. Et en même temps, c'est pas une raison pour d'emblée en conclure qu'un accord serait pas souhaitable. Simplement, effectivement, ce qui est important, c'est que les responsables politiques se posent la question, disons, de façon objective, en tenant compte du fait du pouvoir d'influence de ces multinationales, et se demandent ce qui est vraiment socialement profitable. Et puis, dans quelle mesure est-ce que les accords commerciaux qu'on peut passer vont profiter non seulement aux grandes firmes, mais surtout aux consommateurs et puis aussi aux petites entreprises. Avec, soit dit en passant, aussi l'importance de la défense de la concurrence. Est-ce qu'il y a un agenda spécifique aux firmes multinationales? Bon, disons, si on y répond de façon, si je veux répondre à cette question de façon un peu informelle, je dirais oui, effectivement, on voit bien dans les enceintes internationales qu'il y a des sujets sur lesquels il y a vraiment une tentative d'influence très forte des multinationales, et les plus évidents sont la défense de l'investissement. Parce que je l'ai dit, il y a un changement d'échelle, et aussi il y a des intérêts énormes à l'étranger. Évidemment, ça concerne principalement les plus grandes firmes. C'est encore plus concentré que les exportations, l'investissement à l'étranger. Donc clairement, ils veulent essayer de pousser pour obtenir des garanties, parce que là encore, le point de départ, c'est qu'un État n'a pas d'obligation envers les investisseurs étrangers sur son sol. Il y a également clairement une tentative de renforcer la défense des droits de protection intellectuelle.
Ça, c'est pas nouveau, hein. Et d'ailleurs, ces deux éléments, ils étaient déjà au centre de négociations autour de l'accord multilatéral sur l'investissement, négociations avortées il y a presque 20 ans maintenant, au sein de l'OCDE. Donc, je dirais effectivement, il y a ces influences externes. Maintenant, ceux qui prennent les décisions, ceux qui signent les accords, ce sont les États. Donc je reviens à cette question posée initialement, qui gouverne le commerce mondial? Face à ces demandes, je l'ai dit, l'Organisation mondiale du commerce apparaît paralysée, incapable d'arriver à des accords de grande ampleur. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est le développement de ces négociations d'accords régionaux qui potentiellement vont avoir une influence importante, par laquelle des grandes puissances commerciales comme les États-Unis ou l'Europe peuvent se dire effectivement, je vais régler la plupart des problèmes qui me concernent ou sur lesquels je fais face à des demandes, qu'il s'agisse de l'accès à mes grands marchés, qu'il s'agisse de la régulation de la bonne marche des affaires, de la protection de l'investissement éventuellement, et choses comme ça. Donc, on a effectivement ces négociations d'accords régionaux qui sont devenues centrales, et c'est là que l'action se passe, surtout si on y ajoute des négociations que moi j'appelle négociations de clubs, c'est-à-dire de pays qui se disent l'OMC, il y a tout le monde, il y a trop de monde, on n'arrive pas à avancer, on va se coopter entre nous, entre gens qui sommes d'accord sur un certain agenda de réforme, et on va négocier pour faire évoluer les règles, et c'est ce qui se passe en particulier en ce moment dans la négociation sur le commerce de services. Donc on a une sorte d'éclatement parce que justement il y a cette demande d'évolution des règles par les acteurs du commerce international. L'Organisation mondiale du commerce, disons, n'arrive pas à y répondre pour l'instant. Voilà. Je ne veux pas être plus long, je voulais parler du TTIP, mais j'imagine que ça reviendra dans la discussion. Je veux peut-être juste pour conclure souligner un point, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui a changé dans toutes ces discussions sur le commerce international, c'est le rôle des ONG, des organisations non gouvernementales. J'ai parlé tout à l'heure de l'AMI, et pour moi, c'est un peu la date de naissance de ce mouvement dans lequel il y a une influence de plus en plus grande des ONG dans les discussions sur le commerce international. Hein, parce que, comme je l'ai dit, la négociation de l'AMI au sein de l'OCDE a avorté en 1998, et en fait, cette renonciation des pays membres à obtenir un accord a pour une grande partie, fait suite à une campagne orchestrée par un certain nombre d'ONG l'année précédente. Et pourquoi ça a changé? Parce que beaucoup d'entre elles sont devenues beaucoup mieux équipées en termes d'expertise, parce que aussi, à l'heure d'Internet, il est plus facile, avec des moyens relativement limités, d'avoir un écho relativement important. Donc, je crois que c'est une bonne chose que les ONG soient plus présentes. Ça rééquilibre finalement aussi un peu ces rapports de force dans des différents intérêts autour des discussions commerciales. Et en même temps, je pense qu'avec de nouveaux pouvoirs, ça donne de nouvelles responsabilités aux ONG. Et moi qui suis amené souvent à lire ce qu'écrivent les ONG sur les questions commerciales, je pense qu'elles ont encore beaucoup de progrès à faire dans la qualité des analyses, parce que justement, elles ont des pouvoirs importants et des responsabilités importantes. Donc voilà, je dis c'est une bonne chose sur le principe. C'est une nouveauté aussi relative, hein, puisque maintenant, finalement, ça s'est développé depuis 20 ans. Mais c'est, je pense, quelque chose d'important à prendre en compte pour savoir qui influe, disons, sur ce qui se passe. Merci. Merci pour cette intervention. Oui, on peut applaudir, oui. Un petit point de détail sur le petit nombre d'entreprises françaises qui exportent. Est-ce qu'on sait celles qui exportent en dehors de l'Union européenne? Le pourcentage de ceux qui exportent en dehors de l'Union européenne? Pas à ma connaissance. Enfin, on pourrait le calculer. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est certes. Enfin, clairement, c'est encore plus concentré que l'activité exportatrice. Voilà. Et donc. Europe et extérieur Europe. Non, mais je pense que la question de Christian, c'était dans ces petits nombres d'entreprises que donc finalement on voit qu'on a un commerce extérieur qui est une fonction qui au niveau macroéconomique est importante et qui repose sur un très petit nombre d'entreprises. Et si on se focalisait sur les exportations hors Europe, on s'apercevrait que c'est encore moins d'entreprises. C'est-à-dire qu'évidemment les PME françaises qui exportent, elles vont d'abord exporter en Belgique, puis éventuellement en Allemagne, et puis bon, c'est vraiment si ça marche qu'elles vont aller aux États-Unis. Est-ce que à l'OMC, tu as dit il y a des désaccords sur la façon d'aller de l'avant? Est-ce qu'il y a des désaccords sur la façon d'aller de l'avant, ou est-ce qu'il y a des désaccords pour définir ce que veut dire aller de l'avant?
Oui, c'est vrai, le désaccord de base, c'est celui-là. Et au fond, je crois que c'est dans les gènes de l'OMC, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est une organisation du XXe siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y avait les pays riches qui se sont formés en club, qui se sont dit, après la guerre, on va quand même tirer les leçons, donc c'était le GATT à ce moment-là, pas l'OMC bien entendu, on va pas essayer de ne pas répéter les erreurs des années 30, où on a vu tout le mal que pouvait faire la dégénérescence des guerres commerciales. Donc on va s'entendre entre nous pour se fixer des contraintes et puis libéraliser progressivement. Et effectivement, en plus, clairement, il y avait une volonté politique des États-Unis d'aller dans ce sens-là, mais les Européens aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là? On dit on va inclure les pays en développement, mais on va leur permettre, eux, finalement, d'y participer, mais sans vraiment y participer, ils n'auront pas besoin de faire de concessions. Ce qu'on appelle dans le jargon OMC le traitement spécial et différencié. Donc il y avait les riches, c'est ce qui comptait, c'était obtenir un accord entre les États-Unis et l'Europe, pour caricaturer. Et puis, les pays en développement, ils étaient là pour participer un peu, et puis pour la cohérence d'ensemble. Maintenant, on arrive au XXIe siècle, et la première puissance commerciale du monde, c'est l'Union européenne, je le rappelle au passage, mais la deuxième, c'est la Chine, ou le premier pays, si on se restreint au pays. Et la Chine, et puis derrière elle, les autres grands émergents, dit, mais nous, il y a un traitement spécial différencié, on veut être traité comme un pays en développement. Mais les pays riches ne sont plus prêts du tout à accorder à la Chine ce qu'ils accordaient à la Côte d'Ivoire dans les années 70, pour être simpliste. Alors, tu as quand même éludé le TTIP, le traité transatlantique, en disant on y reviendra plus tard. Revenons-y tout de suite. Il faut le dire, c'est pas un secret. Le CEPI dispose d'outils techniques qui fait que chaque fois qu'il y a des grandes négociations internationales, il est mobilisé. Donc, les économistes du CEPI ont fait tourner les modèles. Et à la fin, c'était il faut signer cet accord parce que ça fera du bien, l'impact est plutôt positif pour l'Union européenne. Alors, il y a plein d'autres économistes maintenant qui ne viennent pas d'ONG, des vrais économistes, j'ai envie de dire, avec d'autres modèles qui ont obtenu d'autres résultats. Donc là, il y a une vraie bagarre. Ta position personnelle, il faut un traité ou il ne faut pas? Alors, d'abord, je dois dire que notre position, elle est plus nuancée que ce que tu dis là. C'est-à-dire que nous, on fait des évaluations tout en disant on évalue ce qu'on peut. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Parce qu'il y a un autre changement de fond que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est devenu beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup moins de droits de douane maintenant et que de plus en plus, on parle de règles, de normes. Et là, on est sur des éléments plus compliqués. Maintenant, pour répondre à tes questions, moi, honnêtement, si on m'avait demandé avant que la négociation soit commencée, est-ce que c'est la priorité? J'aurais dit non. Si maintenant cette négociation est commencée, elle est là, et je pense que c'est en gros moins pire que ceux qui en disent du mal, et que en même temps les bénéfices qui sont parfois affichés sont très exagérés également. Et il me semble que maintenant que cette négociation est commencée, la meilleure option c'est de la finir de façon sensée. Qu'est-ce que c'est qu'un agenda sensé? C'est un agenda qui soit pas trop ambitieux, c'est-à-dire qui finalement essaie d'utiliser cet accord comme une façon d'avancer dans notamment la simplification, la mise en cohérence des réglementations, dans le respect des options politiques, parce que les politiques commerciales n'ont pas vocation à changer des choix qui sont de nature politique. Merci, on va continuer ce débat sûrement. Elvire Fabry? Oui, mais moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Sébastien Jean à propos du commerce du XXe siècle et qui me ramènera directement à l'enjeu du TTIP. Parce que je pense que justement Sébastien a mis le doigt sur la vraie question. Il ne s'agit pas de se lamenter aujourd'hui sur l'enlisement du multilatéralisme tel qu'il commençait à fonctionner au début des années 90 et qui était en effet conduit par États-Unis, Europe, Canada, Japon. Là, pour nous, il s'agit de voir quels sont les nouveaux enjeux du commerce du XXIe siècle et les questions que ça soulève en termes de régulation. Alors, je vais juste me contenter de quelques remarques sur cette érosion du multilatéralisme, parce que ça vient déjà d'être bien évoqué de manière très complète, pour insister davantage sur le grand défi du commerce mondial, alors que l'on passe du monde de la protection, qui est fondé sur les tarifs douaniers, au monde de la précaution, et donc l'enjeu que tu viens d'évoquer, des normes qui sont liées à l'application des principes de précaution pour protéger les consommateurs contre tout type de risque.
et avant d'évoquer un peu le défi que ça impose au niveau de l'OMC. L'enlisement du multilatéralisme, il est en effet venu de non seulement de cet élargissement de la communauté des États membres de l'OMC, mais de la montée en puissance des émergents et de la difficulté qu'on a eue à constituer des coalitions cohérentes pour pousser une négociation multilatérale. C'est vrai qu'au tournant des années de 2003, le Brésil avait pris la tête d'un groupe de 20 pays et était parvenu à mobiliser des anciens États membres comme l'Inde, également la Chine qui venait d'entrer dans l'OMC, qui avait une dynamique qui se créait. Mais parallèlement, il y avait un groupe de 90 pays qui mobilisait des pays beaucoup moins avancés, notamment des pays africains qui ne se recoupaient pas avec cette coalition. Il y a d'autres coalitions qui se sont formées. Et au bout du compte, on retrouve aujourd'hui à l'OMC une difficulté permanente à constituer des coalitions cohérentes de manière qu'elles soient géographiques, politiques ou sur des thématiques précises. En effet, on a abouti du coup à un exercice de compensation, une multiplication d'accords bilatéraux un peu partout dans le monde, et c'est ce qu'on a appelé le bol de spaghettis. Et il y a eu des heures et des kilos de papier, des heures de débat, des kilos de papier qui ont été produits sur la question de savoir si finalement cette multiplication d'accords bilatéraux pouvait conduire à terme à relancer une dynamique de multilatéralisme par recoupement, par influence réciproque, ou si au contraire c'était la fin du multilatéralisme. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les accords qu'évoquait Sébastien Jean, ces accords méga-régionaux, à la fois par la portée régionale qu'ils ont, donc ces accords qui sont en cours de négociation, que ce soit l'accord entre la Chine, la Corée du Sud, le Japon, que ce soit l'accord dont on entend beaucoup parler, l'accord transpacifique, puisqu'il y a un peu le pendant du TTIP. Il y a évidemment le TTIP, mais il y a également le RCEP qui mobilise 10 pays de l'ASEAN et 6 pays, 6 pays asiatiques. La spécificité de ces accords, c'est qu'ils ont une ambition beaucoup plus large. Ce sont des accords qui ont plus large dans le périmètre de négociation. Ça porte toujours sur les tarifs douaniers, ça porte sur la protection de la propriété intellectuelle, cherche à favoriser l'investissement. Et puis, il y a la question de la convergence réglementaire, pour laquelle c'est véritablement le TTIP qui est aujourd'hui la négociation qui est la plus ambitieuse, sur cette question. Et c'est de ce point de vue-là qu'on peut considérer que le TTIP est un peu la négociation d'un accord commercial du XXIe siècle. Si les négociateurs du TPP côté transpacifique avaient au début évoqué des ambitions en matière de convergence réglementaire, il est certain que la négociation est très secrète et qu'on n'en sait pas grand-chose, mais il est assez peu vraisemblable, compte tenu de la diversité des pays qui négocient cet accord, qu'il puisse y avoir des éléments consistants en matière de convergence réglementaire. Et en revanche, si la négociation du TTIP a suscité autant de débats et interpelle autant les opinions publiques, c'est bien parce qu'il s'agit d'un accord d'un nouveau genre qui porte sur la convergence réglementaire. Et c'est bien ça, c'est bien cette mutation du commerce international entre le monde de la protection qui était fondée sur les tarifs douaniers vers le monde de la précaution dont il s'agit aujourd'hui. Les chaînes de valeur internationale, qui sont donc les chaînes de production internationale, se sont développées de telle façon qu'on a aujourd'hui des produits qui sont pas produits dans un pays, mais dans près de 4 à 5 pays. Et cela signifie que la part des importations dans les exportations n'a cessé d'augmenter et va continuer à augmenter. Elle était de 20% en 1990. Cette part des importations dans les exportations, elle est aujourd'hui estimée à peu près à 40%. Et elle devrait passer à 60% d'ici 20 ans. Ce que ça signifie, c'est que les mesures qui sont prises pour assurer une protection, limiter les importations, aujourd'hui n'ont pas beaucoup de sens parce que pour pouvoir exporter, on a besoin de pouvoir également faciliter les importations. Et il faut rappeler que les estimations du FMI sont que d'ici 20 ans, 90% de la demande va venir de l'extérieur de l'Union européenne. Ça vient de la petite consommation, de l'explosion de la classe moyenne dans le monde,
Cette classe moyenne, aujourd'hui, elle est évaluée à peu près à 2 milliards d'individus et elle devrait passer d'ici 2030 à 5 milliards. C'est une classe moyenne qui va venir essentiellement d'Asie, mais qui va également venir d'Amérique latine, d'Afrique, beaucoup plus que par augmentation de la classe moyenne dans l'Union européenne ou dans les pays les plus avancés, États-Unis et autres. Alors, ce que ça signifie, c'est que le défi aujourd'hui en termes de facilitation des échanges, il se porte moins sur la question de l'abaissement des tarifs douaniers, qu'a évoqué Sébastien, qui représente à peu près, ce sont des estimations qui sont faites un peu à la grosse, mais qui représente à peu près 5% du coût de la production d'un bien. Ça concerne davantage déjà la question de la simplification des procédures liées au passage des frontières, donc tout ce qui est dans le paquet Bali de la négociation de l'OMC, et ce qui concerne les écarts de normes réglementaires pèserait plutôt à hauteur de 20%. Donc le vrai défi aujourd'hui dans la facilitation des échanges, il vient davantage de cet enjeu d'écart réglementaire. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit d'une question qui est beaucoup plus sensible que la question des tarifs douaniers, que l'abaissement des tarifs douaniers. Puisque là, ce à quoi on s'intéresse, c'est les écarts qu'il peut y avoir entre différentes normes, des normes de sécurité. On a tous entendu parler des pare-chocs de voitures. Les normes sont très différentes d'un pays à l'autre, alors qu'il peut y avoir des exigences de précaution similaires. Et pour les entreprises, à la fois dans la production de ces pare-chocs, qui doivent respecter de normes, mais dans les besoins de certification et de contrôle, tous ces processus impliquent un coût important dans la production des biens. Il ne s'agit donc pas de... L'exercice est complètement différent par rapport aux tarifs douaniers, où on pouvait, dans des négociations commerciales, entreprendre un exercice de concession mutuelle, de tarif, j'abaisse sur tel tarif, toi tu abaisses sur tel tarif. Il s'agit, en matière de précaution, on ne peut pas envisager de réduire la précaution à proprement parler. Il s'agit de voir dans quel domaine, dans quel secteur, entre quelles normes, il peut y avoir une équivalence de normes qui permet d'engager un processus de reconnaissance mutuelle et où, à partir du moment où on estime que deux normes équivalentes ont le même objectif de précaution, mais qu'elles ont été formulées en termes différents et qu'elles sont de nature, elles s'appliquent de manière différente, à ce moment-là, on peut engager un processus de reconnaissance mutuelle. On voit bien qu'on touche des questions qui sont beaucoup plus sensibles, encore une fois, que les tarifs douaniers, puisque c'est lié aux perceptions du bien et du mal, de nos préférences collectives, et qu'en la matière, la crainte qui a été suscitée par la négociation du TTIP, c'est que ça puisse engager un abaissement du niveau de normes, sachant qu'il peut y avoir on a volontiers un a priori qui nous conduit à considérer que nos normes peuvent être plus élevées que celles du pays avec lequel on négocie. Alors, quel est l'impact du TTIP dans ce contexte? C'est la négociation qui est la plus ambitieuse en la matière de convergence réglementaire. C'est le défi des 50 prochaines années dans le monde. Le TTIP, je voudrais juste faire quelques commentaires qui permettront probablement de faire une transition avec, voilà, avec Yannick Jadot. Sur ce volet de convergence réglementaire, je voudrais faire quelques remarques simplement sur la façon dont cette négociation a été engagée et dont elle se poursuit. Récemment encore, au moment du Conseil européen de mars, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé à nouveau à conclure cette négociation fin 2015. C'est totalement surréaliste comme échéance. La commissaire au commerce, Cécilia Malmström, elle-même avait déjà été plus prudente et elle vient même encore de le redire. Elle était de passage à Paris hier. Il n'est pas question de conclure d'ici fin 2015. Et même, je la trouvais même encore un peu trop positive sur une conclusion de l'accord avant la fin du mandat de Barack Obama. On s'engage dans un processus très long. D'abord, pourquoi? Parce que dans le cadre de l'accord final qui sera conclu,
les négociateurs vont se mettre d'accord sur des règles horizontales qui porteront sur tous les secteurs, mais le processus même de convergence réglementaire, qui n'est pas un exercice qui n'est pas un Big Bang de convergence réglementaire, est un processus long. On voit bien que ce qui a été entamé dans le cadre du marché unique européen n'est pas achevé, et on est encore sur le volet des services en train de poursuivre l'exercice. Et ce sont des années qui sont devant nous, qu'on a devant nous pour évoluer dans ce domaine. D'abord, ce ne sera pas entre les mains des négociateurs eux-mêmes, mais entre les mains des régulateurs qui, une fois que ces règles horizontales auront été établies, devront étudier secteur par secteur et norme par norme ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. En matière de convergence réglementaire, quand les écarts sont trop importants, comme on le voit dans le secteur de la chimie, par exemple, dans le cadre du TTIP, la réglementation européenne est beaucoup plus exigeante sur la traçabilité des composants chimiques que la réglementation américaine. Et les négociateurs ont déjà exclu de pouvoir aller très loin. Et on va se contenter ils se contenteraient de classement de produits, mais ne pourraient pas aller très loin. Par ailleurs, en matière de convergence réglementaire, on voit bien qu'il ne peut pas s'agir, ça n'aurait pas de sens dans une négociation de viser à abaisser le niveau des normes de précaution. Alors pour le moment, en même temps, sur la table, l'idée qu'avait avancée Pascal Lamy déjà il y a 6 mois, qui était de dire on ne pourra s'en sortir dans un tel exercice, qui est encore un exercice, encore une fois, que l'on explore à l'échelon hors UE. On ne pourra s'en sortir que si on adopte la norme la plus élevée. García Bercero, le négociateur européen, a commencé à évoquer ce principe, mais il n'a pas encore été établi entre les négociateurs américains et européens. John Kerry, le secrétaire d'État américain, avait à nouveau repris ce principe. Maintenant, c'est Mike Froman, le négociateur américain, qui commence à l'évoquer. Mais enfin, on voit que c'est quelque chose qui tarde un petit peu à émerger dans les débats. Mais enfin, vraisemblablement, ce serait la porte de sortie la plus facile. Alors je vais me contenter juste d'une dernière remarque en guise de conclusion sur l'OMC. Les compétences de l'OMC ne portent pas sur cette convergence réglementaire. Dans le cadre des accords qu'on appelle TBT, SPS, un peu cryptés, ces accords au sein de l'OMC ne permettent que de clarifier, de vérifier que des normes ne sont pas des mesures de précaution comme les tarifs douaniers et ne sont pas utilisées comme de la précaution, mais restent bien de la protection pour préserver les biens publics, la santé, l'environnement. Et on sait que ce sont donc des questions qui ont été traitées au niveau du mécanisme de règlement de l'OMC, mais en l'occurrence, l'OMC n'a pas de compétences pour agir sur la convergence réglementaire. Ce qui nous mène justement ce qui nous mènerait en tout cas à chercher à promouvoir pour l'OMC au moins que l'OMC puisse au moins avoir une compétence de surveillance de cette convergence réglementaire au niveau international qui permette de favoriser la transparence, l'échange d'informations et qui permette un petit peu d'avoir une vue d'ensemble sur cette convergence réglementaire qui à l'échelon international, s'amorcera sur les décennies qui viennent. Et je vais en rester là. Merci. Il me semble bien qu'il y a quelques jours, dans les Échos, M. Bercero, qui est donc le négociateur européen, a bien indiqué qu'il ne s'agissait pas de conclure avant que les États-Unis aient une nouvelle majorité politique. Donc là, ça nous renvoie à quelques mois et années. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de convergence réglementaire. Prenons l'exemple, vous avez pris l'exemple des pare-chocs, je vais faire un peu plus gros, je prends l'exemple des voitures en général. La mise sur le marché en Europe d'une nouvelle voiture répond à une exigence d'autorisation publique.
Aux États-Unis, vous mettez ce que vous voulez sur le marché. Si vous avez des problèmes, si vos pneus, vos freins, votre boîte de vitesse est défaillante, vous serez poursuivi par la justice, par les gens, par des class actions, vous devrez retirer votre voiture, l'améliorer, etc. On voit bien que là, on est avec deux systèmes complètement différents. Il ne peut pas y avoir de convergence, il ne peut pas y avoir d'équivalence, on est sur deux logiques complètement différentes. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets comme ça dans cet accord où la convergence est impossible, tout simplement? Ce qui expliquera en partie pourquoi on met autant de temps à négocier. Si, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a la question déjà des produits qui sont interdits sur le marché européen. Et là-dessus, les négociateurs ont mis du temps, disons, à intervenir sur ces questions-là. Et on pense aux OGM, poulet au chlore. Voilà, au poulet chloré, le bœuf aux hormones. Et ça, c'est un enjeu sur lequel ils ont mis du temps à clarifier un peu leur ligne rouge. En l'occurrence, sur la question que vous posez sur les voitures, c'est un exemple, il y en aura d'autres. Et secteur par secteur, c'est là où ça n'est pas un... ça va être une... Alors, c'est là où il faudrait éviter d'utiliser le terme de négociation. Mais en tout cas, l'étude de la faisabilité de cette convergence réglementaire, encore une fois, qui sera entre les mains des régulateurs, elle va prendre des années, parce qu'il va falloir descendre très bas dans le détail de l'équivalence ou pas de telle ou telle norme. Ensuite, quand, encore une fois, sur la chimie, on voit que il y a une réglementation globale qui fait que de toute façon, on doit exclure une large partie d'un secteur, ça se fait d'office, et ensuite ça va être beaucoup plus en détail. Mais je crois qu'il faut partir du principe que cette convergence réglementaire, et c'est pour ça que la lisibilité de cette convergence réglementaire va être très difficile, c'est qu'elle va se faire de manière détaillée et très diversifiée, ce qui nous ramène aux chiffres, aux estimations. Parce actuellement, on voit bien que le périmètre de la négociation n'est pas arrêté. Il est peu vraisemblable que l'on arrive véritablement à ce que souhaitent les Européens, à inclure la question des services financiers. On ne sait pas encore si on va pouvoir obtenir d'intégrer un chapitre sur l'énergie. Les Américains sont assez réticents. Le périmètre lui-même n'est pas arrêté et on ne sait pas quelle va être notre persévérance en matière de convergence réglementaire et donc finalement quelles peuvent être les retombées à moyen, long terme. Et la façon, il y a un dernier élément qui est la façon dont les pays tiers eux-mêmes vont être, la dynamique dans laquelle ils vont être prises pour s'aligner sur ces normes. Il y avait évidemment l'attrait du marché, de ce grand marché transatlantique, mais quelle va être la dynamique d'adoption des normes transatlantiques? C'est vraiment très compliqué, hein, ces négociations. Je pose la même question qu'à Sébastien. Il fallait se lancer là-dedans ou pas? Pour revenir un petit peu sur ce que le propos principal de mon intervention, c'est de dire c'est le défi du XXIe siècle. Et en l'occurrence, oui. américains et européens, qui sont encore nos partenaires les plus proches en termes de normes. Quand on se regarde en face à face, on trouve beaucoup de différences. Mais quand on regarde le reste du monde, on est quand même les partenaires commerciaux les plus proches. On voit que sur l'ensemble, il y a une grosse étude qui a été menée par des experts américains, européens, sur plus de 10 ans d'évaluation des normes américaines et européennes. La conclusion de cette étude montre que, grosso modo, on a un tiers des normes qui sont plus exigeantes côté américain, un tiers côté européen et un tiers équivalentes, mais qui ont des modalités ensuite d'application différentes. C'est encore avec nos partenaires américains que, entre guillemets, c'est le plus facile d'amorcer cet exercice qui vise à prendre de l'avance sur ce que les pays émergents les plus avancés seront eux-mêmes engagés à faire. Ça, j'ai déjà entendu Yannick sur le sujet, donc je sais qu'il y aura la discussion. Yannick, à toi. Merci. Bravo pour votre courage d'être là, effectivement, il fait beau. Il y en a un qui est plus courageux que vous tous parce qu'il a le maillot du PSG encore sur le dos. Donc, j'aurais pu commencer parce que le PSG est une histoire de la mondialisation, évidemment. Mais j'ai peur de ne pas tenir en un quart d'heure pour arriver sur le traité transatlantique. Mais je crois que le football aujourd'hui est une véritable histoire de la mondialisation qui mériterait un débat à lui seul, en partant du PSG. Mais je ne doute pas que
le traité transatlantique connaîtra à peu près le même score que le PSG hier soir. Sur le multilatéralisme, pour revenir, évidemment, on peut considérer que l'OMC est arrivé à un moment où on s'interrogeait sur le libre-échange. Je ne crois pas trop, en fait. Je crois que l'OMC a été victime d'à peu près ce qui se passe sur le traité transatlantique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les années 90 ont été les années de gloire du multilatéralisme, il faut se souvenir de toutes les conventions des Nations Unies, enfin c'était la fin de la guerre froide, c'était Clinton, c'était pas rien, et on a eu toutes les conventions des Nations Unies sur l'environnement à Rio, sur le social à Stockholm, sur les droits, donc ça a été un moment d'apogée du multilatéralisme où on croyait, y compris potentiellement, que les Américains pouvaient rentrer dans des logiques de contraintes collectives communément acceptées qui s'appliquent dans chacun des pays. Mais au fond, ça a été aussi ce moment de basculement dans le libéralisme, très fort, Chicago, machin, truc, qui ont fait que, au fond, il y a eu un moment où le multilatéralisme onusien s'est un peu embourbé et le multilatéralisme construit sur des formes de libéralisme a cru son heure arriver. Il a cru son heure arriver jusqu'à ce que, au fond, ayant beaucoup avancé sur la question des barrières classiques du commerce, on est aussi rentré dans la question des préférences collectives, des choix de société, des politiques intérieures. Et que l'échec de l'OMC à Seattle d'abord, et puis après, je veux dire, le cycle de Doha est d'une certaine façon le dernier coup réussi de l'OMC, mais dans un contexte extrêmement spécifique. Pour y avoir été à ce moment-là, c'est les Américains qui disent à un moment donné, à la fin de la négociation qui est extrêmement tendue, au fond, il y a ceux qui sont avec les États-Unis et les victimes du World Trade Center, et puis il y a ceux qui ne sont pas avec les États-Unis face à la menace terroriste internationale. Je veux dire, ça a quasiment été dit comme ça, notamment à l'Inde, à la fin de la négociation, parce que c'était une négociation qui a traîné, où au fond, il fallait être avec les États-Unis contre le terrorisme, et donc voter le cycle de Doha, ou être contre les États-Unis, et au fond être pour le désordre international. Donc le dernier coup du libéralisme a été d'abord un coup politique en lien avec l'aspect sécuritaire du moment précis de 2001. C'est 2 mois après les attentats, hein, donc on est vraiment dans ce moment-là. Mais au fond, le cycle de Doha n'a pas fourni de résultats parce qu'il n'a pas répondu aux contradictions fondamentales dans lesquelles on est au niveau du commerce international. Ces contradictions, c'est l'émergence des émergents, donc l'arrivée en force de ces nouveaux pays qui, après 4 siècles d'hégémonie absolue de l'Occident sur la mondialisation, avec le quasi-bénéfice exclusif de la mondialisation pour nous, ont amené un élément auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on va aussi devoir partager les coûts de la mondialisation. D'un seul coup, accepter les émergents, c'était accepter leur industrie agroalimentaire, c'était accepter que l'Amérique latine vienne percuter notre modèle agricole, c'était accepter que, au fond, on allait aussi largement à la fois bénéficier pour les consommateurs des produits à bas coût venant des pays émergents, mais aussi une partie de l'imitation chinoise, et puis aussi des produits dont on ne pouvait pas, dans le cadre de l'OMC, différencier les contenus. L'élément fondamental qui a bloqué aussi au sein de l'OMC, c'est qu'on n'a jamais réussi à rentrer sur comment est-ce qu'on peut discriminer à l'entrée d'un marché 2 produits selon qu'il y en a un qui est produit avec du travail des enfants et l'autre qui est produit dans les 35 heures. C'était aussi une des contradictions fondamentales à ce moment-là du commerce international, c'est de dire, est-ce qu'au fond, tout est bon à échanger? Est-ce que le commerce
va commencer à s'intéresser à nos politiques en matière de protection d'investissement, à nos politiques en matière d'environnement, à nos politiques en matière de protection de la santé, de la propriété intellectuelle, ça a été dit, des services. Donc forcément, quand on commence à ouvrir les marchés sur les services, quand on commence à ne plus discriminer les différents acteurs, on rentre à un moment donné aussi dans la libéralisation, la marchandisation d'un certain nombre de services publics. Donc on est arrivé dans l'ensemble de ces contradictions, à la fois des intérêts du Nord, des intérêts des émergents, et puis, effectivement, les intérêts des sociétés, de la société, qui arrivaient sur l'environnement, les services publics, les droits sociaux et tout ça. Et évidemment, l'OMC n'a pas résolu ce problème-là. Mais comme je pense, le traité transatlantique, même si les contradictions en termes de normes, de niveau de normes ne sont pas les mêmes, je pense que ce traité-là n'arrivera pas non plus à résoudre ce problème. Parce qu'au fond, tu as raison sur cette question, le commerce a d'abord protégé les producteurs, puis les consommateurs, tout ça. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est au fond, à travers le traité transatlantique. Parce que si, jusqu'à maintenant, effectivement, tant qu'il y avait l'OMC, les pays riches négociaient pas entre eux. Mais ce qu'on a gagné, d'une certaine façon, en bloquant, alors on peut être, l'agenda de négociation de l'OMC, il faut dire la vérité, on l'a perdu dans la réalité de la négociation commerciale. Ça n'a pas du tout été la mort du libre-échange. Ça a été le libre-échange construit de façon bilatérale. Il faut voir ce que les accords de libre-échange multiples que signent les États-Unis ou que signe le Japon ou que signe l'Union européenne avec les pays du Sud. Je peux vous dire que c'est quand même d'une violence sur les contenus de négociation, sur ce que ça veut dire comme modèle de développement dans les pays du Sud, qui sont quand même, c'est extrêmement favorable à nos multinationales, c'est extrêmement favorable à une orientation très excentrée de ces pays-là, et c'est une remise en cause, y compris la plupart du temps, des processus d'intégration régionale dans les pays du Sud. Mais donc le libre-échange, il s'est poursuivi, mais il s'est poursuivi dans un cadre qui n'était plus l'OMC, sur lequel il pouvait se construire un débat public où les différentes parties prenantes pouvaient, d'une certaine façon, s'engager, mais il s'est totalement éclaté, et du coup, une bonne partie de la société n'a plus suivi, n'a plus été en capacité de suivre sur ce qui se passait dans ces accords-là. Mais au fond, à partir du moment où on rentre dans une négociation avec les États-Unis, dont la perspective affichée est de construire la norme internationale, on revient au fond sur l'OMC, on revient sur ce débat qui peut focaliser l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des intérêts, c'est quoi 80% des multinationales, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, et qui donc focalise évidemment l'ensemble des sujets. Mais avec les États-Unis, ça a été dit, ça n'est plus un accord de libéralisation. Le libre-échange, à part sur l'agriculture et quelques produits, il existe avec les États-Unis. Et heureusement, il n'existe pas encore sur l'agriculture. Une ferme aux États-Unis, c'est 170 hectares en moyenne. En Europe, c'est 13 hectares. Aux États-Unis, ils utilisent les hormones de croissance, ils utilisent les OGM, ils n'ont aucun regard sur les modes de production, alors qu'en Europe, on a déjà cette agriculture industrielle, mais on a aussi une agriculture paysanne. On a aussi une agriculture qui s'intéresse au modèle de production, au mode de production, qui est contrôlée sur ces modes de production et qui, de fait, est un peu plus chère, parce qu'elle est moins concentrée, qu'elle est moins industrialisée et qu'elle respecte un peu plus de normes. Donc, vous voyez bien, faire se confronter ces deux modèles-là, c'est de fait, comme il s'est passé entre les États-Unis et le Mexique, c'est tuer un modèle agricole. C'est tuer le modèle agricole paysan. Ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Mexique avec l'accord ALENA de l'Amérique du Nord, c'est la quasi-disparition d'une bonne partie des paysans mexicains, sachant que pour le maïs, c'était quand même le centre d'origine du maïs, et vous avez une destruction de la paysannerie mexicaine qui est devenue à la fois pour faire une partie industrielle au Mexique, donc emploi perdu aux États-Unis, ou pour être les travailleurs sans papier aux États-Unis, pour y compris remplacer parfois des travailleurs qui étaient un peu mieux traités parce qu'ils n'étaient pas des travailleurs sans papier. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'est plus dans un accord de libéralisation, on est au fond, avec le traité transatlantique, on est dans une négociation sur c'est quoi l'espace politique. Au fond, quel est l'espace de régulation? Qui régule? Est-ce que ce sont les États?
Est-ce que ce sont les groupes d'États? Est-ce que ce sont les entreprises? Et quel type d'entreprise régule le commerce, notamment donc, entre ces deux continents, et potentiellement après par projection à l'échelle globale? Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à régler avec les États-Unis. Il y a des trucs administratifs qui sont débiles, l'histoire des pare-chocs, l'histoire de la taille du mannequin pour faire les crash tests et tout ça, c'est des exemples qui sont donnés en permanence. Évidemment, il faut régler ça. Est-ce qu'il faut réunir Merkel, Obama, Hollande et Cameron pour régler la taille du mannequin dans les crash tests? Je ne suis pas certain. En revanche, ce qui se négocie évidemment, on l'a dit, ces préférences collectives, ces choix de société qui ont été construits démocratiquement. C'est pas rien. Quand vous avez une conception européenne et parfois un peu différente, évidemment, selon les États membres, des services publics, ce n'est pas la conception américaine. Quand vous avez en Europe le principe de précaution, ça n'existe pas aux États-Unis, le principe de précaution. Quand vous avez, comme tu l'as dit, Christian, dans le principe de précaution aux États-Unis, il n'existe que sur les cas d'urgence. Il y a la vache folle en Europe, on arrête toutes les exportations venant d'Europe. Mais sur la construction, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur les nanotechnologies, que ce soit sur les OGM, que ce soit sur beaucoup de choses, vous n'avez quasiment pas de principe de précaution aux États-Unis. C'est un principe de réparation qui n'a pas grand-chose à voir, y compris sur l'aspect juridique, que vous allez voir est devenu extrêmement important. Donc, vous avez des conceptions qui sont différentes. Le problème, c'est est-ce que ces conceptions différentes, certes, elles créent des coûts pour les entreprises, incontestablement, mais est-ce que les supprimer, ça n'est pas créer un coût supérieur pour la société? C'est ça l'enjeu. Quand les Européens refusent les OGM, on peut trouver ça débile, c'est ce que pense une bonne partie des Américains, pas les consommateurs, pas les organisations de consommateurs américains qui aimeraient bien avoir un système à l'européenne, mais en tout cas l'industrie, les machins. Bon, simplement, nous, c'est notre conception. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est la conception soutenue à la majorité des citoyens européens. Quand en Europe, vous avez, je parlais des pesticides, les pesticides sont évalués avant d'être mis sur le marché. Aux États-Unis, vous faites votre demande, mais en même temps, vous mettez sur le marché. 2 tiers des pesticides aux États-Unis sont des pesticides qui sont dans des processus d'autorisation, mais qui ne sont pas autorisés. Et comme ce système est trop souple pour beaucoup, vous avez beaucoup d'États ou même des villes qui régulent plus fortement que l'État américain. Et aussi, ça a été dit un petit peu par Christian, vous avez des systèmes de normalisation qui n'ont rien à voir. En Europe, vous avez 2-3 systèmes de normalisation. Aux États-Unis, vous en avez des centaines. Et vous n'avez aucune... En Europe, quand vous certifiez un produit, vous avez une garantie du processus de certification. C'est-à-dire que vous savez qui a participé à ces processus-là, quel a été le type d'impact qui a été mené, et c'est souvent des études d'impact. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil, vous n'avez aucune garantie sur les processus. Vous ne savez pas qui a participé au processus. Et ce n'est pas des études d'impact qu'on fait, c'est des analyses coût-bénéfice. C'est-à-dire que vous êtes sur un truc où vous dites, si on régule un peu trop sur l'environnement, quel va être le coût premier pour l'industrie? C'est une conception complètement différente de la logique européenne. Je ne dis pas qu'elle est toujours meilleure ou toujours moins bonne, je dis qu'elle est différente. Et qu'au fond, parfois, les États-Unis, en matière de médicaments, ont des systèmes d'autorisation beaucoup plus stricts que l'Europe. Les États-Unis, en matière de services financiers, ont au moins le Dodd-Frank Act qui régule un peu plus les banques. Quand l'Europe négocie avec les États-Unis sur les services financiers, ce n'est pas pour mettre en place le système américain. Quand l'Europe pousse sur ce système-là, et notamment évidemment la Grande-Bretagne avec la City, c'est pour alléger, réduire la norme américaine. Quand l'Europe se bat pour ouvrir les marchés publics américains, c'est pas pour dire il faut que dans les marchés publics s'exercent des enjeux de préférence locale, de préférence géographique, d'orientation sur les PME. C'est pour libéraliser complètement les marchés publics. Et ça sera probablement un des secteurs qui, y compris aux États-Unis, bloquera la négociation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette négociation n'aboutira pas avant la prochaine élection, parce que je ne vois pas des partis américains dire « nous allons supprimer le Buy American », qui est une défense extrêmement forte du Congrès, vous savez, qui protège la sidérurgie notamment et d'autres secteurs. Et puis, nous allons dire aux États fédérés qui ont compétence exclusive
sur les marchés publics avec les dépenses des États, ben vous allez rentrer dans une norme qui ne vous intéresse pas parce que les États veulent absolument contrôler leurs dépenses. Et vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'États qui favorisent en permanence les PME et qui favorisent en permanence les entreprises locales. Et ça aussi, c'est toujours le même papier que tu as ? Oui, c'est toujours le même. D'accord. Et ça, c'est un choix de société. L'Europe est le seul continent, la seule entité commerciale internationale qui a les marchés publics ouverts par défaut. C'est une conception. Je veux dire, moi, je pense que quand vous avez des États qui sont rincés financièrement comme en Europe, utiliser les marchés publics qui sont 18% de notre PIB pour réorienter l'industrie, pour favoriser les entreprises locales, pour favoriser un certain nombre de secteurs, c'est un levier extraordinaire de développement économique. C'est ce que choisissent la plupart de nos partenaires commerciaux, ce n'est pas ce que nous faisons. Donc on est sur véritablement un processus politique et dont on va voir que la mise en étau de la décision publique. Parce que qu'est-ce qu'on a dans le traité avec le Canada qui a déjà été négocié mais qui n'est pas en ratification et qui sert de modèle au traité avec les États-Unis? C'est, vous allez avoir en amont de toute décision, de tout acte juridique, que ce soit du côté européen comme du côté américain, des États comme du niveau fédéral, potentiellement, c'est toujours en discussion des collectivités régionales, l'idée que si vous posez un acte, par exemple le paquet neutre sur les cigarettes, vous devez, avant même d'avoir décidé, l'envoyer à ce comité, cet organe des régulateurs européens, américains, qui diront si c'est une bonne idée et si ça n'a pas un impact trop dur sur les firmes et le commerce. Donc vous mettez votre décision en matière de santé dans les mains de régulateurs en disant est-ce que ça va avoir un impact sur les cigarettiers? Évidemment, ça a un impact sur les cigarettiers, puisque Philip Morris attaque l'Australie et l'Uruguay, leur demande des milliards de dollars d'indemnisation, de dédommagement pour tous les profits qu'ils ne vont pas faire parce que ces pays imposent cette norme des paquets neutres. Et ça, c'est la deuxième partie de l'étau. La première partie, c'est en amont, avant même que ce soit voté. En amont, vous demandez à des régulateurs si c'est possible, si ça ne crée pas un trop gros problème. Bon, sur le commerce. Et puis en aval, vous avez ces tribunaux privés, arbitraux, supranationaux, parallèles, qui vont permettre à des entreprises d'attaquer des États, mais pas devant des juridictions publiques, pas devant des juridictions nationales, pas devant des juridictions fédérales, devant une juridiction supranationale qui jugera sur un seul mode, qui est la réparation financière, qui est quand même quelque chose de très particulier dans le système juridique, et qui dira, et qui comprend dans le processus potentiel de dire « je veux être remboursé des profits que je n'ai pas réalisés ». C'est comme ça que Veolia a attaqué l'Égypte sur les contrats qu'ils ont à Alexandrie, parce que l'augmentation du salaire minimum remet en cause leur perspective de profit. C'est comme ça qu'une entreprise, Vattenfall, qui est une entreprise suédoise, attaque l'Allemagne, demande 4,7 milliards d'euros, parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Donc vous voyez que vous avez quand même, pour le coup là, un transfert extraordinaire de souveraineté vers les entreprises et des intérêts des entreprises. Et c'est pas tant, l'objectif des entreprises, c'est pas tant d'aller immédiatement devant les tribunaux. Leur objectif, c'est de mettre la pression en permanence sur les régulateurs dans les régions, au niveau national ou au niveau fédéral, pour dire « attention, si vous mettez ça en place, on se retrouvera dans les tribunaux et potentiellement, ça va vous coûter extrêmement cher ». Donc, si vous voulez, le commerce international aujourd'hui, tel qu'il est vu, c'est un problème de producteurs, de consommateurs, mais aussi de citoyens, parce que ça pose la question de où est l'espace politique de régulation, et ça pose une question qui est extraordinaire pour nous, c'est de dire, au fond, dans cette mondialisation, qu'est-ce que l'Europe veut faire? L'Europe, son marché intérieur, c'est quoi? 80% sur les biens, 40% sur les services, l'intégration du marché intérieur. Est-ce que l'Europe veut, par exemple, sur la question de l'économie numérique, se mettre tout de suite avec les États-Unis, avec ses tribunaux, sachant que 85% de la capitalisation boursière de l'économie numérique en Europe, c'est les États-Unis. Il n'y a quasiment pas, qu'on est devant un champ extraordinaire de régulation sur la protection des données personnelles, sur la question de la fiscalité des grands groupes du numérique, vous le suivez. Ou est-ce qu'on pense d'abord ce qu'on veut pour le marché européen, en économie numérique, en développement durable, en matière de climat,
en matière de politique industrielle, faisons enfin une politique commune industrielle, une politique économique commune, et puis négocions avec les États-Unis, mais pas l'abaissement des normes, le taux de change, négocions la supervision bancaire, négocions les paradis fiscaux, négocions le climat, mais pas la réduction des normes sur tous ces sujets-là. Merci. Merci pour ce point de vue défendu avec ferveur. Une petite question, enfin, qui est une grande question en même temps. On sait que quand l'Union européenne, la Commission européenne, signe des accords commerciaux avec l'étranger, quelquefois, il suffit que ce soit signé, c'est validé par la Commission, et d'autres fois, enfin, il faut signer validé par le Parlement, quelquefois, il faut que les États nationaux aussi valident démocratiquement. Est-ce que, éventuellement, si cet accord de partenariat transatlantique avec les États-Unis était signé, dans quel cas on est? Est-ce que tous les parlements nationaux devraient valider cet accord ou pas? A priori, oui. La question n'est pas totalement tranchée, puisque, au fond, la Cour européenne de justice ne s'est pas exprimée sur le sujet. L'avis majoritaire aujourd'hui, c'est que depuis longtemps, l'Union européenne a la compétence exclusive sur le commerce. Avec le traité de Lisbonne, elle a accru sa compétence incontestablement sur la question de l'investissement. Le problème de l'investissement, c'est que l'investissement relève aussi de la gouvernance économique et que ça, c'est pas tranché si l'Union européenne, donc a la compétence exclusive. L'avis, encore une fois, de pas mal d'experts juridiques et la demande absolue des États membres pour l'instant, c'est de dire c'est une compétence partagée sur toute la question économique. Donc si c'est une compétence partagée, c'est-à-dire que c'est comme la fiscalité, vous savez, la fiscalité c'est d'abord une compétence des États, ce n'est pas une compétence européenne. Bon, vous voyez, des sujets comme ça qui sont plus ou moins partagés. Si l'avis politique et l'avis juridique venaient à être confirmés, on le saura le plus tôt, en fait, plutôt pour Singapour, l'accord avec Singapour, on considère qu'on appelle ça un accord mixte, c'est-à-dire que c'est un accord où, au fond, il y a 3 colégislateurs. Vous savez, en Europe, il y a la Commission qui négocie sur mandat du Conseil, des gouvernements. C'est les gouvernements qu'on dit à la Commission de négocier comme ça. Et après, quand la Commission, comme avec le Canada, considère qu'elle a fini sa négociation, elle envoie aux 2 colégislateurs, le Conseil et le Parlement, le fait de dire oui ou non. Là, on va se retrouver avec un 3e colégislateur qui seront les États membres. Ça peut se faire par référendum. La France n'a pas choisi le référendum, a priori. Elle a choisi, parce que l'expérience, quand même, au fond, il y a quand même, notamment pour Hollande, ça a dû marcher l'expérience du référendum. Donc, elle le fera par le Parlement. Donc, il y aura 3 colégislateurs, mais plutôt successivement. C'est-à-dire que ce sera le Conseil, le Parlement, et si le Parlement dit oui, le Parlement européen, pardon, si le Parlement européen dit oui, à ce moment-là, ça ira dans les États membres. Il faut se souvenir que c'est une responsabilité considérable du Parlement européen. Le Parlement européen avait dit non, par exemple, à l'accord ACTA, vous savez, le grand accord plurilatéral aussi sur la contrefaçon, qui était au service des industries du divertissement, qui remettait en cause les médicaments génériques, les semences fermières. Et au fond, le Parlement européen dit non, donc ça a tué la négociation. Il n'y a plus d'accord. Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de points de vue qui ont été évoqués.